Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je vous envoie donc cette vidéo, comme je vous l'ai dit par mail, pour compléter en fait le polycopier à trous déjà, et que je vous donne quelques petites explications sur les choses les plus importantes et que je vous détaille en fait le cours. Donc cours 14, réaction de précipitation. Alors vous avez une belle introduction qui vous parle de ce que c'est que les précipités. En gros, c'est des solides qui sont faits lorsque l'on met des ions ensemble. Vous avez l'exemple assez artistique du gypse ici. Donc des cristaux qui sont formés d'ions calcium et d'ions sulfate SO4 de moins. Un exemple très courant, les marais salants. Donc on a des ions Na+ et des ions Cl- qui s'assemblent pour faire du sel, NaCl, donc que l'on va pouvoir récupérer. Dans l'hydrométallurgie des zincs, d'un point de vue industriel, on a également donc la précipitation qui intervient. On a ici beaucoup d'ions qui sont présents, notamment les ions Zn2+, que l'on va souhaiter récupérer, et d'autres comme des ions arsenic, germanium et indium, ou alors des ions fer. Et lors de ce qu'on appelle la lixiviation acide, on va pouvoir donc faire précipiter les ions fer sous forme FeOH3. Une fois qu'on les a fait précipiter, on peut s'en débarrasser pour récupérer des ions Zn2+. Voilà, le calcaire également, que vous pouvez trouver aussi bien dans le casserole de cuisine après avoir fait bouillir de l'eau pour faire vos pâtes le soir. Dans donc des grottes sous forme de stalactites, stalagmites ou même sous la forme de coquilles d'œufs, c'est uniquement du calcaire, assemblage d'ions calcium et d'ions carbonate, CO3 de moins, que vous devez connaître normalement. Voilà, une première partie sur la présentation générale des précipités. Donc un précipité, c'est un peu comme un complexe, hein. C'est une base de Lewis, un acide de Lewis qui s'associe, et c'est insoluble en phase aqueuse. Les complexes, c'est forcément, c'est soluble en phase aqueuse. Normalement, les complexes sont des ions. Les précipités sont insolubles. Ils ne seront jamais chargés. On n'a pas d'ions. C'est comme AgCl, NaCl, Ag2CrO4, tout ce qu'on peut voir, que vous avez déjà vu, qu'on va voir ensemble, n'ont pas de charge. Quelques définitions. Une solution saturée, c'est une solution dans laquelle on a un équilibre entre le solide et soluté. En gros, vous avez à la fois les ions dans la solution et à la fois le solide qui s'est formé. Donc il n'y a pas que du solide, il n'y a pas que des ions, il y a les deux. La définition de solubilité, à une température donnée, la solubilité S, c'est le nombre maximal de moles de solide que l'on peut dissoudre dans un litre de solution. L'unité, c'est le mol par litre. Voilà. Le nombre maximal de moles qu'on peut dissoudre dans un litre, c'est l'unité, le mol par litre. Alors, on trouve également des solubilités en grammes par litre, qui seront donc la masse maximale que l'on peut dissoudre dans un litre de solution. On trouvera les deux. Les chimistes préfèrent utiliser le mol par litre, donc c'est majoritairement ça que l'on utilisera. Quelques exemples, la solubilité de AgCl qui est de 1,4 fois 10 puissance moins 5 mol par litre. On peut donc dissoudre 1,4 fois 10 puissance moins 5 mol dans un litre de solution. Tant qu'on apporte moins que 1,4 10 moins 5 mol, on pourra tout dissoudre. Tout sera sous forme d'ion. On n'aura pas de solide. Par contre, si on essaye d'apporter plus que 1,4 fois 10 puissance moins 5 mol, alors on n'arrivera pas à tout dissoudre et il restera du solide. C'est comme si vous essayez de mettre du sucre ou du sel dans l'eau. Vous allez pouvoir en dissoudre, en dissoudre, en dissoudre, en dissoudre. Tant que vous n'avez pas apporté la quantité maximale que vous pouvez dissoudre, enfin, tout ira sous forme ionique. Et au bout d'un moment, arrive le moment où tout ce que vous rajouterez, vous n'arriverez plus à le dissoudre. Vous mettez trop de sucre dans votre café, ben, il restera du sucre au fond de la tasse, c'est sûr, vous allez avoir du solide. Bon, pour le sel NaCl, hein, le sel de table NaCl, la solubilité est énorme, 6,11 mol par litre à 0 degré Celsius, soit 357 grammes par litre. Donc si vous faites cuire des pâtes et que vous mettez 1 litre d'eau dans votre casserole, vous pourriez dissoudre jusqu'à 357 grammes de sel dans cette casserole. Donc je pense que vous mettez pas autant de sel, sinon ça va vous coûter cher même de faire des pâtes. Et la solubilité est de 6,70 mol par litre à 100 degrés Celsius, donc soit 391 grammes par litre. Donc c'est vraiment énorme, hein. Vous avez la comparaison avec AgCl, on est de l'ordre de 10-5 mol par litre. Ici, on est de l'ordre du mol par litre. En règle générale, on trouvera plutôt ce genre, cet ordre de grandeur, plutôt que celui-ci. Si on peut voir déjà une première chose dont on reparlera tout à l'heure, vous voyez qu'il y a une belle différence, 357 grammes par litre, 391 grammes par litre, donc c'est non négligeable quand même en fonction de la température, entre 0 et 100 degrés. Quelques généralités à connaître, la charge des ions, il faut connaître la charge des ions classiques, hein, les cours de début d'année, pour la charge des ions monoatomiques en fonction de leur position dans la classification périodique des éléments. Donc normalement, vous savez, première colonne, on va avoir les alcalins qui vont former des ions chargés une fois positivement. La deuxième colonne, les alcalinotéreux qui vont former des ions chargés deux fois positivement.
Vers la fin, l'avant-dernière colonne, on a les halogènes qui ont formé les ions halogénures, chargés une fois négativement. Juste avant, chargés deux fois négativement, et ainsi de suite. Voilà, la dernière colonne, les gaz rares ne forment pas d'ions. Donc, faut connaître. Ici, vous reconnaissez du Cl, le chlore. Lui, normalement, son ion, c'est chlorure. Donc, il formera Cl-. Pour neutraliser la charge, c'est que Ag forme l'ion Ag+. Le calcium, dans la deuxième colonne de la classification périodique, il va former des ions Ca2+, pour avoir la configuration électronique du gaz rare qui le précède. Donc si là on a Ca2+, on va avoir SO4-. Alors vous auriez pu essayer de séparer le S du O, en pratique non, on va pas le faire. Il faut savoir que voilà, l'ion sulfate c'est SO4-. C'est la dibase de l'acide sulfurique. D'ailleurs, si vous avez encore des bons restes, et je l'espère, du cours acide-base, c'est la dibase de l'acide sulfurique. Voilà ici encore donc un autre précipité, un peu plus, oui, compliqué celui-ci parce qu'on va avoir trois espèces différentes. On met entre parenthèses pour bien préciser, voilà, ici on a NH4+, hein, si vous faites la structure de Lewis, vous verrez que l'atome d'azote porte une charge plus sur NH4+. L'ion sulfate, toujours SO4-, et donc si ici on a 2 fois 2- et 1+, pour neutraliser la charge, il faut rajouter 3+ au fer, c'est qu'on a donc l'ion Fe3+. Voilà, donc quelques ions classiques, hein, SO4-, à connaître, et sinon, les autres, c'est des choses vraiment très classiques que vous avez l'habitude de rencontrer, hein, les halogènes, les alcalins, ainsi de suite. La nomenclature, deux petites choses à remarquer. Si on prend les exemples, vous avez à chaque fois d'abord le cation qui intervient, et ensuite les anions seulement. Donc Ag+ et Cl-, vous n'écrirez jamais ClAg, vous écrirez toujours AgCl, dans cet ordre. C'est du chlorure d'argent. Ici, vous n'écrirez jamais CnK, ce sera toujours KCN. Et ici, ZnOH deux fois. Par contre, quand vous l'appelez à l'oral, en colle, ou même si on vous demande le nom dans un devoir, vous donnez toujours l'ion chargé négativement en premier. C'est donc du chlorure d'argent, du cyanure de potassium, de l'hydroxyde de zinc, et surtout pas de l'argent en quelque chose de chlore. Non, non, non. Vous commencez par l'anion, qui est donc à la fin, c'est du chlorure d'argent. Quelques solubilités à connaître. Donc, il existe des composés à solubilité très faible, par exemple ZNO, et d'autres à très grande solubilité. On a vu NaCl. Pour certains solides, il faut connaître leur solubilité. Je ne vais pas vous demander d'apprendre les valeurs. Ça sert à rien d'apprendre les valeurs par cœur. Par contre, il faut savoir que, par exemple, les espèces Ki, KCN, NaCl, où vous avez des alcalins, hein, potassium, sodium, on les rencontrera principalement en chimie organique, enfin surtout en chimie organique, les solubilités sont, on va dire, très grande, quasi infinie. C'est-à-dire qu'en chimie organique, si on vous dit qu'on met KCN, vous écrivez pas KCN, vous écrivez directement CN-, parce qu'en réalité, la solubilité est tellement grande, dès que vous mettez KCN, vous avez K+ d'un côté, CN- de l'autre. Donc, la solubilité étant tellement grande, on écrira juste CN-. Voilà, il y a ce genre de choses qu'il va falloir voir. Si vous avez des alcalins, hein, Ki, KCN, NaCl, NaI, KCl, ainsi de suite, solubilités sont quasiment infinies. Voilà pour en chimie organique, on écrit CN- et non pas KCN. NaCl, ce sera un donneur d'ion chlorure Cl- et pas NaCl solide. Voilà pour la première partie. On attaque la deuxième partie avec les équilibres de précipitation. Constante thermodynamique associée de la dissolution d'un solide, par exemple CaF2 qui va donner des ions Ca2+, et deux ions fluorure F-, on écrit toujours dans ce sens. Alors là, on fait bien la différence avec la complexation. La complexation, on écrit toujours dans le sens de formation d'un complexe. La précipitation, on écrit toujours pour avoir la constante thermodynamique dans le sens de la dissolution du solide. La constante de solubilité, ben, si on prend cette réaction, la constante thermodynamique K0, c'est quoi? C'est l'activité des produits divisée par l'activité des réactifs. L'activité des produits, les produits étant de seules espèces ioniques, leur activité c'est la concentration. On n'oublie pas ici un petit coefficient stoichiométrique. Ceci étant un solide, dans votre cours c'est rectifié, hein, on précise bien l'état physique solide. Là, son activité vaut 1, on divise par 1 et on obtient donc que la constante K0, c'est ici la constante de solubilité, Ks, S pour solubilité, qui sera en 10 puissance moins quelque chose. Le solide n'a pas envie de se dissoudre. Et donc pKs, c'est moins log de Ks, P qui signifie moins log de... On n'écrira jamais de concentration d'un solide. L'activité d'un solide, c'est toujours 1. Vous avez quelques exemples ici, AgCl qui donne Ag+, et Cl-. La constante de solubilité, c'est donc la concentration en Ag+, fois la concentration en Cl-. Ag3PO4, on a trois ions Ag+, qui sont formés et un ion PO4 3-. On va donc avoir la concentration PO4 3- et la concentration Ag+ au cube. Encore une fois, on n'écrit jamais la concentration d'un solide.
raisonne en activité. L'activité d'une espèce en phase aqueuse, c'est sa concentration, mais l'activité d'un solide, c'est 1. Voilà, donc pour obtenir les constantes bêta et Ks, donc en complexation, on écrit dans le sens de formation du complexe. Bêta, c'est 10 puissance plus quelque chose. On part donc des ions, enfin de l'ion métallique principal et des ligands, ici l'ammoniac, pour former le complexe. Toujours les espèces de départ et on forme le complexe. On va pouvoir avoir la constante bêta qui sera en 10 puissance plus quelque chose. La précipitation, on écrira dans le sens de dissolution du solide. Le solide qui se dissout pour former des ions. Et la constante thermodynamique associée, c'est la constante de solubilité qui est en 10 puissance moins quelque chose. Grande différence. Voilà. Il faut savoir remarquer, j'insiste encore une fois, il faut savoir remarquer tout de suite quand on est en présence d'une constante d'acidité Ka, quand on est en présence d'une constante globale de complexation bêta, et il faut remarquer également quand on est en présence d'une constante de solubilité Ks. Ça fait 3 constantes à voir, on en verra peut-être encore d'autres. Donc mettez-vous bien un jour sur les Ka, les bêta et les Ks, parce que ça commence à faire beaucoup, il faut savoir les reconnaître assez rapidement. Pour la suite, conditions de précipitation. Alors ici, on considère la dissolution du chlorure d'argent, AgCl, qui va se dissoudre en ion Ag+, et en ion Cl-. La constante de solubilité équivaut 10 puissance moins 10. À l'instant initial, on apporte une quantité de matière de Ag+, et de Cl-, le solide va-t-il se former, ou alors on ajoute une quantité de matière de AgCl, le solide va-t-il se dissoudre? Question classique. Alors plusieurs cas à séparer. On se souvient encore bien des quotients de réaction, QR, qui va être l'activité des produits sur l'activité des réactifs. QR, par contre, lui, il dépend du moment choisi. À t égale 0, ce sera pas le même qu'à l'état d'équilibre, par exemple. Et on le compare à la constante d'équilibre, Ks. Et si on a le quotient réaction qui est inférieur à Ks, on a une révolution spontanée dans le sens direct. Sens direct, ça veut dire le solide disparaît pour former les ions. Le K2, le quotient de réaction est supérieur, à la constante d'équilibre. Si le quotient de réaction est supérieur à la constante d'équilibre, révolution spontanée dans le sens indirect. Indirect, c'est-à-dire qu'on part des ions et on va former le solide, donc on forme du solide, le précipité existe. À l'équilibre, la solution est dite saturée si on a le quotient de réaction qui est égal à la constante d'équilibre. Alors il est possible qu'il n'existe pas d'état d'équilibre, là on va voir un petit peu plus loin, que la solution ne soit pas saturée. On n'arrivera donc jamais à avoir le quotient de réaction égal Ks. C'est une situation dite hors équilibre, mais si vous mettez pas assez d'ions, si on vous dit la réaction elle doit faire ça, mais vous n'avez pas assez d'ions pour faire ça par exemple, eh bien on n'aura jamais de solution saturée. Si vous mettez pas assez de solide pour atteindre la limite de solubilité et la saturation, tous les ions vont se former et vous aurez plus de solide du tout. Et même si à un certain instant vous calculez le quotient de réaction et qu'il est inférieur à Ks, on doit faire la dissolution du précipité, mais si on n'a plus de précipité, on ne peut pas dissoudre quelque chose qui n'existe déjà plus. Voilà, condition, c'est une question assez classique en colle également. Est-ce qu'il va avoir apparition du précipité? Est-ce que le précipité va se former? On compare le quotient de réaction à la constante d'équilibre, ici qu'on vous donne la constante de solubilité. Diagramme d'existence, des diagrammes d'existence, on fait des petits diagrammes. Alors j'espère que vous n'avez pas été traumatisé par les calculs en ce qui concerne la précipitation. Pour les espèces en solution, on parle de diagramme de prédominance. Toutes les espèces sont là, mais l'une va être majoritaire par rapport aux autres, l'une prédomine. On n'écrit jamais une concentration égale 0 mol par litre. Dans un tableau d'avancement, on écrit un petit epsilon, et donc ça veut bien dire qu'elle existe, cette espèce, mais qu'elle est tellement minoritaire, 10-10, 10-15 mol par litre, c'est pas beaucoup. Par contre, quand on a des solides, un solide, on peut pas dire qu'il existe, mais en très faible quantité. Un solide, soit il est là, on peut le voir, soit il est pas là. Il n'existe pas. Donc ce sera pas des diagrammes de prédominance, mais des diagrammes d'existence. C'est très proche, mais c'est pas la même chose. Donc les espèces en solution aqueuse, diagramme de prédominance, elles existent toutes, mais l'une prédomine. Par contre, avec les solides, on a un diagramme d'existence. Le solide existe ou le solide n'existe pas. On va regarder la construction du diagramme d'existence du solide CaRCO. Deux fois. Le R, c'est une chaîne carbonée, donc ici on a un ion carboxylate, un acide carboxylique qu'on a déprotoné. On repart d'une solution avec des ions Ca2+, à une concentration de 0,1 mol par litre, et on rajoute sans dilution du savon RCO-. Et maintenant, on écrit. Alors là, je vous laisse faire comme vous voulez, vous mettez sur pause le temps de recopier l'encadré qui n'est pas complété dans votre cours, et ensuite d'écouter mes explications. Vous écoutez d'abord mes explications et vous faites pause ensuite. Bon, je pense que faire pause et lecture, vous savez le faire. Sauf que pour une fois, c'est pas sur Netflix que vous le faites, c'est sur une vidéo de votre prof. Alors, un diagramme de prédominance, on le fait encore une fois en moins log de quelque chose. Ici, on va
Regardez avec le savon, donc moins log de la concentration RCO-. N'oubliez pas, hein, le P c'est moins log 2. Donc si la concentration en savon est énorme, on n'est pas par ici, on est par là. Grande concentration, ça signifie un moins log de quelque chose très petit. Donc ici, on va avoir le savon qui existe, le précipité existe, c'est à RCO- deux fois. Et ici, on va avoir donc des grands P de RCO-, donc des petites concentrations en RCO-, et donc les ions calcium vont rester tout seuls parce qu'on n'aura pas mis assez d'ions pour pouvoir faire la précipitation. Ici, on a donc le solide qui existe avec les ions, on a une solution saturée. Ici, on n'a pas de solide, le précipité n'existe pas, la solution est dite non saturée. Alors maintenant, il reste à déterminer quand même cette frontière. Laquelle est-elle? Donc on écrit la réaction de dissolution. N'oublie pas les états physiques très importants pour les précipités. Le solide ici et enfin les ions ici. La constante thermodynamique associée à cette réaction, c'est la constante de solubilité qui vaut 10 puissance moins 11,5 10 puissance moins 11,5, pas d'unité. Je vous le donne. Quelle quantité de savon ajouter pour que le précipité apparaisse? Alors désolé, j'ai fait pas mal d'abréviations, mais vu que je vais vous le relire à chaque fois, normalement vous devriez me comprendre. Donc l'apparition du précipité a lieu lorsque l'on a donc Ks qui vaut le quotient de réaction, c'est-à-dire la concentration en calcium et la concentration en RCO- à la puissance du coefficient stoichiométrique qui est de 2 ici. Donc on va rajouter progressivement ça, on en rajoute, jusqu'à un moment où le précipité il apparaît. À quel moment il arrive? Eh ben, le précipité apparaît quand ça vaut la racine de Ks sur Ca2+. On a juste passé le Ca ici, pris la racine carrée, on obtient donc RCO- qui vaut la racine carrée de Ks sur Ca2+. Au moment où le précipité apparaît, en négligeant la dilution, la concentration en ion Ca2+, n'a quasiment pas bougé. Tant que la réaction n'a pas lieu, la concentration en ion Ca2+, ne bouge pas. Et au bout d'un moment, on a précipitation, donc les ions Ca2+ vont se transformer en solide, et donc on en aura de moins en moins dans le milieu. Mais à l'instant où le précipité apparaît, la concentration en Ca2+ n'a pas évolué. Donc on peut remplacer la concentration en Ca2+ par C0 qui était de 0,1 mol par litre. Le Ks, vous le connaissez aussi, et donc on peut déterminer ici la valeur de moins log de RCO- à la frontière ici, qui va être de 5,25. Un petit exercice d'application. À quel pH apparaît le précipité d'hydroxyde de fer 3, FeOH3, si l'on part d'une solution d'ion ferrique Fe3+, à 0,1 mol par litre? On indique Ks égale 10 puissance moins 3,7. Je vous encourage à faire pause et à essayer de le chercher par vous-même. Sinon, vous regardez. De toute façon, je vais vous donner la réponse en image. Donc, on écrit également maintenant. Pour le pH d'apparition, vous avez donc la constante qui est écrite ici. D'accord, vous pourrez écrire, si vous voulez, l'équation de dissolution, FeOH3 qui va donner des ions Fe3+, plus 3 fois les ions HO-, que 3 fois se retrouve ici à l'exposant. On demande le pH, donc ce qui nous intéresse, c'est la concentration en H3O+, ou alors la concentration en HO-, puisque vous savez que les deux sont très liés. Et donc, ici on isole HO-, qui va être la racine cubique de Ks sur la concentration en ion Fe3+, le Ks on vous le donne, la concentration en Fe3+, encore une fois, au moment où ça commence à précipiter, toute la matière est encore présente sous la forme d'ion Fe3+. Donc on peut garder le 10 puissance moins 1 à la puissance 1 tiers et ça vous donne 10 puissance moins 12 mol par litre. Donc la concentration en HO- est de 10 puissance moins 12 mol par litre, le pOH est donc de 12, donc le pH est de 2. Tant que vous êtes à un pH inférieur à 2, on n'a pas de précipité. Quand vous avez un pH supérieur à 2, alors on a un précipité. Précipitation compétitive. Encore une fois, comme pour les complexations compétitives dans le cours 13, dans ce cours, on peut avoir des précipitations compétitives. Donc, si une solution renferme deux cations qui peuvent précipiter avec le même anion, la prévision des réactions se fait à l'aide des diagrammes de prédominance et d'existence et des constantes de solubilité Ks. Exemple, les ions sulfate qui peuvent précipiter avec les ions barium ou calcium, BaSO4 ou CaSO4. Les deux constantes associées à ces deux réactions vous se donnez ici. Et donc, on écrit encore un petit peu. Si on trace le diagramme de prédominance ou d'existence des solides, vous pouvez le faire une fois pour le calcium, vous obtenez ceci. Vous pouvez le faire une fois pour le barium, vous obtenez ceci. Ben là, on met tout sur le même diagramme en fonction de moins log de la concentration en SO4 de moins. Et donc, si on part par exemple d'ion Ba2+, et du solide CaSO4, vous voyez qu'ils ont ici
une zone de prédominance, ici une zone de prédominance, enfin pardon, pour le solide, ici on a une zone d'existence, très important, une zone d'existence ici, ici une zone de prédominance. Les diagrammes sont disjoints, vous avez donc une réaction totale CaSO4 plus Ba2+, qui va donner Ca2+ et BaSO4. C'est ce qui vous est écrit ici. On peut dissoudre le précipité de sulfate de calcium si on rajoute des ions barium. Si on en ajoute suffisamment, tout le sulfate de calcium va disparaître, on va former uniquement du sulfate de barium. Enfin, si par exemple vous partez d'un milieu où vous avez des ions calcium et des ions barium et vous rajoutez petit à petit des ions sulfate, ben, l'espèce BaSO4 va être la première à précipiter avant CaSO4. Les calculs de solubilité et de concentration à l'équilibre. Les calculs de concentration, c'est le point le plus important dans la chimie des solutions, que ce soit pour le pH, que ce soit pour des complexes, que ce soit pour les précipités, l'oxyde de réduction qu'on fera plus tard. Il faut savoir calculer des concentrations à l'équilibre. On va prendre un premier cas, le cas le plus simple, la précipitation seule. On va déterminer la solubilité de HCl, sachant que le pKa est de 9,7. Encore une fois, on écrit, c'est parti. Déterminer la solubilité de HCl, la méthode est la même, on commence par écrire l'équation de dissolution HCl égale Ag+, plus Cl-. Pour déterminer la solubilité, on va prendre une solution qui est saturée, donc on met un excès d'HCl, et on fait un tableau d'avancement. Alors ici, il n'y a que l'état final qui vous est mis. L'avancement, je l'ai appelé S, S comme solubilité. Si vous préférez travailler avec X, Xi, ce que vous voulez, c'est possible aussi. Mais généralement, quand il y a des ions H3O+, qui sortent, j'aime bien l'appeler H, comme ça, pH, ça prend tout son sens. Quand ici, on va travailler sur les précipités, j'aime bien utiliser S comme avancement, comme ça, vous avez directement la solubilité S qui vous est donnée. Vous écrivez la constante thermodynamique qui est la constante de solubilité, les ions Ag+, fois la concentration en ions Cl-, et ça vous donne directement S carré. Lecture du tableau d'avancement, S fois S, S carré. Donc S, la solubilité, c'est la racine de Ks. Et donc on trouve directement la racine de 10 puissance moins 9,7 qui donne 1,4 fois 10 puissance moins 5 mol par litre. Voilà la définition de solubilité. En fait, on peut mettre 1,4 fois 10 puissance moins 5 mol dans un litre de solution au maximum. Si la quantité de matière de HCl divisée par le volume de la solution est inférieure à 1,4 fois 10 puissance moins 5 mol par litre, alors tout ce solide va se dissoudre. Si tel n'est pas le cas, alors vous allez avoir une concentration S en ion Ag+, une concentration S en ion Cl-, et le reste restera sous forme solide de HCl. Là, on a vu de la précipitation seule. On continue la solubilité de Ag2CrO4, sachant que le pKa est égal à 12. Encore une fois, on écrit maintenant dans le polycopie à trous. Ag2CrO4 qui va donner 2 ions argent et l'ion CrO4 Donc encore une fois, si on fait un tableau d'avancement, ici il n'y a que l'état final. 2 se retrouve ici, le coefficient stoichiométrique intervient dans l'équation bilan et intervient dans le tableau d'avancement S. La solution est saturée. Ici, on a S qui sera égal à la solubilité. La constante thermodynamique, c'est la constante de solubilité qui vaut donc la concentration Ag+ au carré. La concentration Ag+ étant 2S, on va avoir 2S au carré. La concentration en CrO4 c'est S, on a donc S, et donc on fait bien attention au coefficient stoichiométrique. Ks ici, c'est 4S au cube. Donc pour avoir la solubilité lorsque vous avez des coefficients stoichiométriques, c'est pas aussi trivial que précédemment. Vous allez avoir la racine cubique ici de Ks divisé par 4 qui vous donne 6,3 fois 10 puissance moins 5 mol par litre. On a donc ici une solubilité 6,3 10 moins 5 mol par litre. Elle s'est déterminée en n'oubliant pas le coefficient stoichiométrique ici qui va intervenir. Voilà, pour la troisième partie maintenant, facteurs influençant la solubilité. Tous les facteurs sont à connaître, question de cours très classique en colle, question dans devoir, question interro de cours également. Quels sont les facteurs influençant la solubilité? Premier facteur, c'est la température, la loi de Ventov qui vous est donnée, qui est ici. Alors, delta RH0, vous allez retravailler très souvent l'année prochaine dessus, c'est l'enthalpie standard de réaction, c'est une certaine valeur pour vous qui peut être positive, négative ou nulle. Ici, vous avez la dérivée par rapport à la température du logarithme népérien de la constante de solubilité, qui est égale à donc delta RH0 sur R fois T au carré. Si la dissolution d'un solide est endothermique, c'est-à-dire que delta RH0 est positif, en gros, ça veut dire que ça capte de la chaleur, alors tout ce terme-là est positif, et donc si vous augmentez la température, vous augmentez Ks, et donc vous augmentez la solubilité.
Si la dissolution d'un solide exothermique, donc ça libère de la chaleur, delta RH0 est négatif, ce terme-là est négatif, et donc augmenter la température va diminuer la constante de solubilité, donc diminuer la solubilité. Si maintenant la dissolution d'un solide est athermique, c'est-à-dire ne libère ni ne capte de chaleur, delta RH0 égale 0, augmenter la température ne change strictement rien parce que ce terme-là est nul, et donc la solubilité est indépendante de la température. Donc l'influence de la température vous est donnée par la loi de Van 't Hoff. Dans la grande majorité des cas, la dissolution étant endothermique, chauffer va vous permettre d'augmenter la solubilité. Donc généralement, si vous chauffez de l'eau, vous allez pouvoir mettre plus de sel, plus de sucre que si vous ne chauffiez pas, par exemple. Il existe des contre-exemples courants comme le calcaire dont la dissolution exothermique chauffée diminue la solubilité. C'est bien souvent le cas si vous mettez de l'eau bouillante dans une casserole, enfin de l'eau dans une casserole et que vous la faites bouillir, vous allez avoir un dépôt blanc qui va se former. C'est du calcaire. Vous avez porté l'eau à ébullition, donc augmenter sa température, et donc vous allez diminuer la solubilité du calcaire, et donc un dépôt blanc qui va pouvoir se former. Voilà pour la première, donc, influence, c'est l'influence de la température. Une autre influence assez importante, c'est ce qu'on appelle l'effet d'ion commun. Si on va voir à travers un exemple, on va calculer la solubilité du chlorure de plomb, PbCl2, dans l'eau pure, ainsi que dans une solution aqueuse contenant déjà des ions chlorure à une certaine concentration C0 de 0,1 mol par litre. Donc là, on va faire l'écriture. Vous pouvez essayer de le déterminer vous-même, de déterminer la solubilité du plomb dans l'eau. C'est exactement la même méthode que l'on a vu dans la partie 2. Vous avez le pKs qui vous est donné. Vous avez PbCl2 qui va former les ions chlorure, vous devez connaître Cl-. Donc s'il y a 2 Cl-, on va avoir des ions plomb Pb2+. Vous déterminez la solubilité dans l'eau pure. Vous déterminez la solubilité dans une solution contenant déjà des ions chlorure. Qu'est-ce que ça change? Mais en fait, dans l'eau pure, on va commencer par regarder en bas. Dans l'eau pure, vous avez donc cette équation qui va avoir lieu. La constante d'équilibre, c'est la constante de solubilité à l'état initial. Donc on met un excès de PbCl2. L'état final, on a donc la solubilité S pour Pb2+, et 2S, ici il n'y a rien, 2S pour la concentration en Cl-. Donc la constante associée, le Ks, c'est donc 4S au cube, même calcul que précédemment. Et donc la solubilité va être de l'ordre de 1,5 10-2 mol par litre dans l'eau pure. Maintenant, on fait le même calcul, mais cette fois-ci dans une solution contenant déjà des ions chlorure des ions chlorure à une concentration de 0,1 mol par litre. Même tableau d'avancement, sauf que on a déjà des ions chlorure à une concentration C0. Dans le tableau d'avancement, on a déjà un C0. Donc à l'état final, on va pas avoir S, 2S, on va avoir C0 plus 2S. La constante thermodynamique est exactement la même, mais on fait intervenir un C0 plus 2S. On va faire une approximation supplémentaire que la solubilité va être faible devant C0. Généralement, on est à 10-2, 10-3, 10-4 mol par litre, 10-5 mol par litre pour la solubilité. Ici, on est à 0,1. On vérifiera tout à l'heure. Mais on fait l'approximation que la solubilité est inférieure à C0. On obtient comme Ks, S fois C0 au carré. On calcule la solubilité, on trouve 2 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. On peut vérifier que le 2 10-3 est bien négligeable devant 10-1 mol par litre. On a bien vérifié l'hypothèse que l'on avait faite. Voilà, et là on peut donc bien voir qu'on a une diminution de la solubilité. Si on prend une solution d'eau pure, la solubilité est de l'ordre de 10-2 mol par litre. Par contre, si on prend une solution contenant déjà des ions chlorure, on va avoir une concentration de l'ordre de 10-3 mol par litre. On a bien un effet d'ion commun, c'est-à-dire qu'un ion était commun déjà à la solution et au précipité. Et donc la solubilité va diminuer dans la solution qui contient déjà des ions. Troisième influence, l'influence du pH. Point extrêmement important, extrêmement classique, en colle, en devoir, tout ce que vous voulez. Vous pouvez être quasiment sûr que vous allez avoir ce genre de choses. Si ça tombe au concours, vous pouvez être sûr que vous allez avoir ce genre de choses à faire. Vous pouvez avoir un solide dont l'anion a des propriétés basiques. Et donc là, on va avoir des compétitions entre l'acide base et la solubilité. Donc dans le premier chapitre de chimie des solutions, c'était acide-base. On n'avait vu que ça. Pour l'instant, c'était facile parce que quand vous voyez qu'une seule propriété, vous n'avez que cette propriété. Par la suite, on a fait la complexation et on avait déjà vu une partie compétition entre la complexation et l'acide-base. Là, on est dans un troisième chapitre, donc il faut bien avoir en tête tout ce qu'on a vu sur l'acide-base, tout ce qu'on a vu sur la complexation et maintenant ce qu'on va voir sur la précipitation. On peut avoir donc des compétitions entre ces trois phénomènes. Et là, on commence par le pH, donc la compétition entre les réactions acido-basiques et les réactions de précipitation.
On va essayer de tracer l'évolution de la solubilité donc de cette espèce AgCH3CO en fonction du pH. En gros, on va tracer PS égale F de pH, donc moins log de la solubilité en fonction de moins log de la concentration en H3O+. Et là, c'est parti, on écrit. Je vous encourage à essayer de suivre au maximum. C'est vraiment la chose la plus classique qu'on puisse vous demander. C'est pas forcément facile, donc on s'arme de courage, on prend un verre d'eau et on est parti. Beaucoup de choses, beaucoup de choses à voir là-dedans. Alors, je vais modifier un truc. On est parti. L'acide acétique, vous devez le connaître, le pKa c'est 4,8. Ici on a l'ion acétate, donc la base conjuguée de l'acide acétique, c'est H3CO-. Et on va faire l'inventaire des réactions. Première chose à faire, inventaire des réactions que l'on peut voir. On peut voir la dissolution classique AgCH3CO qui va donner Ag+, plus CH3CO-. Le cas 0 associé, c'est la constante de solubilité. On vient d'en parler beaucoup dans cette vidéo déjà et vous commencez déjà à en avoir plus qu'assez. Courage, on est presque au bout. Vous pouvez également avoir donc une réaction, en plus de la dissolution, une réaction acido-basique entre cette espèce-là, CH3CO-, et de l'eau qui va donner CH3COH et HO-. Réaction acido-basique, classique, couplée donc à la dissolution. C'est comme si vous aviez à la fois celle d'au-dessus et à la fois la base plus de l'eau qui donne l'acide plus la base. Voilà. Si vous essayez de faire donc la constante associée, vous allez avoir la concentration Ag+, fois la concentration en acide acétique, fois la concentration HO- divisé par une activité de 1, et ici une activité de 1, solvant et solide, les deux ont des activités de 1. Et donc le produit de ces trois concentrations, en modifiant un peu les expressions, en multipliant en haut et en bas par deux, trois choses, notamment par H3O+, et par CH3CO-, vous allez obtenir que la constante K0 associée à cette réaction-là, c'est KE fois KS sur Ka. La solubilité S, vous avez deux possibilités pour l'exprimer. Soit vous dites que c'est la concentration en ion argent, soit vous dites que c'est la concentration en ion CH3CO-, mais des ions CH3CO-, vous en avez également qui sont venus sous la forme CH3COH. Donc il va falloir sommer cette fois-ci tout ce qui est sous la forme CH3CO- et tout ce qui est sous la forme CH3COH. Parce que lors de la dissolution de ce solide, l'espèce CH3CO- peut se retrouver sous deux formes. Donc vous avez la possibilité de prendre ça ou ça comme expression. Les deux sont égales. Vous avez soit cette concentration, soit la somme de ces concentrations. Donc si on prend cette expression, ici on va modifier un petit peu, on va mettre CH3CO- en facteur, c'est une méthode assez classique, une petite astuce à laquelle vous pouvez penser, comme ça vous allez obtenir ici le rapport CH3COH sur CH3CO-, et en multipliant encore une fois en haut et en bas par H3O+, vous allez pouvoir obtenir cette expression CH3CO-, facteur de 1 plus H sur Ka, H étant pour moi la concentration en H3O+. Si vous multipliez par Ag+, à gauche à droite, et ben Ag+, on a dit que c'est S, donc ici vous obtenez S carré, et ici donc j'ai multiplié par Ag+, mais Ag+, fois CH3CO-, c'est la constante Ks. Et donc on obtient que S carré, ça vaut Ks, facteur de 1 plus H sur Ka. Et là on a à peu près une expression de la solubilité en fonction du pH, donc c'est-à-dire de S en fonction de H. Maintenant, tracer ça, c'est loin d'être très facile, alors on va y aller petit à petit et on va faire des études du comportement asymptotique. Alors là, il y a beaucoup de choses qui sont barrées. Comportement asymptotique, c'est-à-dire qu'on va déjà regarder si le pH est très grand devant pKa. C'est ce qui est marqué ici. Ça se voit peut-être pas bien. pH très grand devant le pKa. Si pH est très grand devant le pKa, ça veut dire que H sur Ka est très petit devant 1. N'oublie pas, ici c'est moins log 2. Donc H sur K est très petit devant 1. Si H sur K est très petit devant 1 ici, en fait, S carré, on peut faire l'approximation que c'est KS. S carré, c'est KS. Donc le moins log de S, c'est la moitié du PKS, donc 1,35. Donc il se passe quoi? Si vous voulez tracer PS en fonction de pH, si vous avez un pH très grand par rapport au pK, donc on est par ici dans le diagramme, alors dans ce cas, PS égale 1,35. Vous avez une droite horizontale. Donc on peut tracer une droite horizontale ici. Maintenant, on va faire l'autre étude. Si le pH cette fois-ci est très petit devant le pK, on va être par ici, on va regarder ce que ça donne. Dans ce cas, H sur Ka est très grand devant 1. Et si H sur Ka est très grand devant 1, alors ici on peut faire l'approximation que ce terme domine sur celui-ci. Donc S carré vaudra Ks fois H sur Ka. Ks fois H sur Ka, et donc vous obtenez cette expression, et PS, ça vaudra donc moins 1,05 plus le pH divisé par 2. Et donc on peut tracer ici une droite qui passe par donc moins 1,05 et qui va avoir comme pente pH divisé par 2. Enfin un demi du coup. Voilà, et donc
Vous avez une expression pour des petits pH, vous avez une expression pour des grands pH, vous rejoignez plus ou moins les courbes, vous obtenez cette courbe particulière. Quand vous êtes pile à pH égale pK, donc 4,8, bah, en fait on va avoir H sur Ka est égal à 1, pH égale pK, donc H sur Ka égale 1, et donc on va avoir S carré qui vaut 2Ks, donc vous pouvez également trouver précisément ici l'abscisse pour ce point. Voilà, vous obtenez ce type de courbe. Alors si on ne vous demande rien, vous gardez ce type de courbe. C'est-à-dire que je pars d'ici, je vais vous le mettre. Seigneur, si on ne vous dit rien, vous gardez cette courbe comme ça. Elle est très bien et vous la gardez comme ça. Si maintenant on vous donne un exercice particulier où on vous dit par exemple qu'on a 0,1 mol ici, 0,1 mol de solide dans un litre. Si on vous donne ça, 0,1 mol de solide dans un litre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la solubilité maximum, c'est 0,1 mol par litre. On peut pas en dissoudre plus. On peut pas mettre plus que 0,1 mol par litre. On n'apporte que 0,1. Donc si S max est 0,1 mol par litre, alors PS min c'est 1. Et donc dans ce cas, vous n'avez pas le droit de tracer cette courbe, mais vous devriez plutôt tracer cette courbe. C'est-à-dire que toute la partie supérieure à 1 ici, PS supérieur à 1, vous pouvez la garder, mais vous n'avez pas de PS inférieur à 1. PS inférieur à 1 n'existe pas. Ça ne veut rien dire dans l'exercice considéré. Et donc vous tracez juste une droite PS égale 1. Voilà, donc deux choses à faire. Attention, si on vous donne un énoncé particulier avec des concentrations, il faut les prendre en compte pour pouvoir tracer cette courbe. Autre cas, j'ai conscience que c'est toujours pas facile, on s'accroche, on a bientôt terminé les calculs. Cas des hydroxydes métalliques amphotères. Donc tracer l'évolution de la solubilité de AlOH3 en fonction du pH. Donc on veut encore PS égale F de pH, mais cette fois-ci on a des hydroxydes métalliques, un hydroxyde d'aluminium ici, amphotères, parce que l'hydroxyde métallique est à la fois et à la fois, si vous voulez, une base et un acide, entre guillemets, d'où le terme amphotère. On écrit également, on est parti, encore beaucoup de choses. Inventaire des réactions de dissolution. Bon, bah, vous avez AlOH3 qui va pouvoir donner des ions Al3+, et des ions hydroxyde, fois. La constante de cette réaction, c'est le Ks qui vaut 10 puissance moins 33. Mais vous avez également ceci qui est possible, c'est-à-dire qu'un ion hydroxyde peut venir s'ajouter en plus à l'aluminium pour former AlOH 4 fois moins. Cette constante de réaction vaut 10 puissance 2. Je vous la donne, vous ne pouvez pas la déterminer, je vous la donne. Si vous devez l'écrire, on a bien la concentration LOH4- sur la concentration HO- et pas la concentration en solide. On n'écrit pas de concentration en solide. A priori, on va avoir quelque chose comme ça, comme diagramme de prédominance, en fonction du pH. pH très grand, on a beaucoup d'HO-, on en met le maximum possible. pH un peu moins grand, on a encore pas mal d'HO-, on en met déjà 3, c'est déjà bien, on met 3 des ions HO- sur Al, et pH vraiment faible, ça veut dire beaucoup d'H+, pas beaucoup d'HO-, donc on aura Al3+, tout seul. La solubilité, vous pouvez l'écrire donc comme étant Al3+, plus AlOH 4 fois moins, parce que le solide peut se dissoudre de deux manières différentes. Vous avez une somme de ces deux concentrations. Et donc on est parti. On multiplie ici en haut et en bas par HO- au cube. Ici on exprime AlOH 4 fois moins comme étant K02, donc fois la concentration HO-. Et donc, en manipulant un petit peu cette expression, on fait intervenir du Ke et la concentration H3O+, la concentration H3O+, que j'appelle H, et donc j'ai cette expression pour la solubilité. S, c'est donc Ks sur Ke au cube fois H cube, plus K02 fois Ke sur H. Encore une fois, une courbe, si je vous demande de tracer S en fonction de H, c'est super compliqué à tracer, donc on va faire des approximations, on va faire ça un petit peu avec les mains. Comportement asymptotique, si le pH est très faible, donc H est très grand, donc on va garder le premier terme dans la somme, on va avoir S qui vaut Ks H cube sur Ke cube, et donc le PS qui vaudra moins 9 plus 3 pH. Donc si le pH est faible, on est par ici, on va avoir moins 9 plus 3 pH, une pente ici de 3. Maintenant, si le pH est très grand, ça veut dire que la concentration H3+ est très faible, alors on va négliger le premier terme et garder que le deuxième, qui vaut K02 fois Ke sur H, et donc on va obtenir ici le PS qui vaudra 12 moins pH. Donc cette fois-ci, une pente de moins 1 pour des grands pH. Et enfin, on arrive donc à la frontière entre ces deux possibilités. Quand quand les deux termes ici sont égaux. Vous avez deux termes, une fois on en néglige un, une fois on néglige l'autre. Et pile au milieu, c'est quand les deux sont rigoureusement égaux.
Et donc, vous faites l'égalité de ces deux termes et vous obtenez H qui vaut donc la racine quatrième de K02 fois KE puissance 4 sur KS et ça vous donne un pH de 5,25. Donc, on avait cette pente de courbe, et on sait que c'est à 5,25 qu'on a ici l'intersection entre les deux. Alors en pratique, on peut lisser un peu la courbe, donc c'est-à-dire qu'on va pas avoir deux courbes qui vont s'arrêter en un point sec, mais on a quelque chose d'arrondi par ici, voilà la courbe. Encore une fois, si on vous ne dit rien, vous arrêtez ici, et c'est bien. Par contre, si on vous donne un exercice précis, où on dit par exemple, on met 0,01 mol dans un litre, ça veut dire que S max est égal à 0,01 mol par litre et donc que PS min est égal à 2 mol par litre. Et donc 2 mol par litre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez pas le droit d'écrire de PS en dessous de 2. C'est pas possible d'écrire un PS en dessous de 2, ça ne veut rien dire. Donc dans ce cas, c'est la courbe là qu'il faudrait tracer. C'est joli. Voilà, ici vous avez deux points particuliers. Si vous augmentez le pH, ici on a l'apparition du précipité et ici la disparition du précipité. Bien sûr, c'est la même chose dans l'autre sens, hein. Si vous diminuez le pH, ici on aurait l'apparition et ici on aurait la disparition du précipité. Mais voilà la courbe revenant de tracer. Encore une fois, c'est pas un exercice facile, mais c'est un exercice très classique que la plupart d'entre vous pourraient avoir en colle et que vous pourriez retrouver au devoir sur la chimie des solutions. Enfin, l'influence de la complexation. Et oui, donc on a vu l'influence du premier chapitre des chimies des solutions sur le troisième chapitre. Maintenant, on va voir celui du deuxième chapitre sur le troisième chapitre. On mélange non plus acide-base et précipitation, mais complexation et précipitation. Et on va tracer l'évolution de la solubilité de HCl en fonction cette fois-ci non pas du pH, donc de moins log de la concentration en H3+, mais de P de NH3, donc moins log de la concentration en NH3. Donc on va tracer PS égale F de PL avec L ici étant le ligand ammoniac NH3. On nous donne les constantes thermodynamiques associées qui vont nous être utiles, donc le pKs, le produit de solubilité donc pour HCl, et la constante de formation globale du complexe pour HgNH3 deux fois plus. Entraînez-vous à les écrire rapidement. pKs, vous devez savoir rapidement ce que c'est que le Ks, c'est égal à la concentration en ion Ag+, fois la concentration en ion Cl-. Et le β2, vous devez savoir que c'est la concentration donc en complexe divisé par la concentration du métal fois la concentration ici de NH3 au carré. On prend encore son stylo et son courage à deux mains et on étudie donc la complexation. Alors, inventaire des réactions de dissolution possibles. Il y a encore des choses barrées. AgCl qui peut se dissoudre sous Ag+, et Cl-. Le cas classique, la constante thermodynamique, c'est la constante de solubilité, 10 puissance moins 9,75. Il y a bien le moins. Moins 9,75. Mais AgCl peut également réagir avec de l'ammoniac pour former le complexe AgNH3 deux fois plus et des ions Cl-. Ici, comme le premier cas qu'on a fait ensemble, c'est comme si vous aviez la somme de AgCl donne Ag++ plus Cl- et Ag++ plus NH3 donne AgNH3+. Et donc, encore une fois, ceci, on regarde K0, on essaye de multiplier éventuellement haut et en bas par quelque chose, et on se rend compte que c'est KS fois β2, donc c'est 10 puissance moins 2,55. Donc on a deux réactions, on a les deux constantes associées. L'une c'est 10 puissance moins 9,75, l'autre 10 puissance moins 2,55. Encore une fois, il faut réussir à déterminer la solubilité. La solubilité, c'est donc en fait cette espèce AgCl qui va se transformer en quelque chose. Vous pouvez soit dire que c'est Cl-, soit dire que c'est donc la somme Ag++ plus AgNH3 deux fois plus. Donc ces deux termes. Et donc en prenant ces deux termes, on les modifie un petit peu. Donc le premier, on multiplie par Cl- haut et en bas, et on obtient donc Ks sur Cl-. Le deuxième, on utilise, pour le deuxième, on utilise la constante β2, on obtient ce terme, on fait apparaître NH3 au carré, qui est important. On obtient donc cette expression, on multiplie par Cl- sa concentration en ion chlorure qui est égale à la solubilité, et on obtient donc que S carré c'est Ks, le Cl- on l'a juste mis là. Et ici on a β2 Cl- NH3 carré Ag+, mais Ag+, fois Cl-, on sait que c'est Ks, et donc on obtient cette expression. S carré qui vaut Ks, facteur de 1 plus β2 fois la concentration en ammoniac au carré. Encore quelque chose de compliqué, on va étudier le comportement asymptotique. Donc pour des P de NH3 faibles, donc on est par ici, dans la courbe, on va voir la concentration en NH3 qui va être grande, et donc on va négliger le premier terme par rapport au deuxième, et on va voir S carré qui vaut Ks fois β2 fois la concentration en NH3
au carré. Et donc, ça vaut PS égale 1 demi de PKS plus P bêta. Et donc ici, on a plus P de NH3, même si c'est coupé. Et donc, on obtient 1,3 plus P de NH3. Deuxième comportement asymptotique, P de NH3 grand, la quantité de NH3 petit. Donc cette fois-ci, pardon, on est ici. On néglige cette fois l'autre terme, on néglige le bêta 2 NH3 carré devant 1 et on obtient S carré qui vaut KS et donc PS qui vaut 4,9. Donc lorsque P de NH3 est faible, on est par ici, on obtient donc une droite de pente 1. Et lorsque P de NH3 est grand, donc on est ici, on va avoir quelque chose qui vaut 4,9. Encore une fois, on a négligé un terme par rapport à l'autre, puis on a négligé l'autre terme par rapport au premier, et ben pile à l'intersection, on a quoi? Ben, on a quand les deux sont rigoureusement équivalents, on peut déterminer la valeur, donc ici, en fait, l'égalité des deux termes, vous obtenez NH3 qui vaut 3,6, et donc c'est à 3,6 qu'on va pouvoir avoir plus ou moins l'intersection de ces deux droites. Donc P de NH3 qui est faible, on a ici une droite de pente 1, ensuite c'est un peu lissé, on arrive ici à la valeur de 4,9. Encore une fois, si on vous n'indique rien, vous tracez cette courbe. Voilà. Si par contre on vous donne un exercice où on vous dit c'est 0,01 mol dans 1 litre de solution, alors, la solubilité maximale que vous pouvez avoir, c'est 0,01 mol. C'est la solubilité maximale. Donc, le PS minimum, c'est 2. Et écrire des choses en dessous de 2 n'a absolument aucun sens. Vous ne pouvez pas être en dessous de 2. Parce que si on met 0,01 mol dans un litre, vous ne pouvez pas me dire que finalement, après, il y a 3 mols. Non. La quantité maximale sera 0,01. C'est la quantité maximale que vous pouvez avoir sous forme ionique. Donc ça, ce sera la quantité minimale, vu qu'on a moins log de, que vous pouvez avoir. Vous ne pouvez pas être en dessous de 2. Et donc si on ne peut pas être en dessous de 2, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh ben on doit retracer la courbe. Donc qu'on n'est pas au-dessus de 2, ben on a un trait horizontal. Et une fois qu'on arrive là, ah bah là on peut continuer la courbe ici. C'est très moche ce que je viens de faire, mais vous avez compris l'idée. Apparition du précipité ici, et ensuite on a tout le temps le précipité qui est là. En dessous, on n'a pas de précipité. Voilà pour l'influence de la complexation. Enfin, fini à peu près les calculs pour aujourd'hui. Dosage par précipitation, là encore, il faut que vous soyez au point. Donc sur le poly de TP que je vous ai demandé de lire lundi, soyez bien au point sur titrage direct, indirect en retour, les méthodes pH métrique, conductimétrique, potentiométrique, colorimétrique, spectrophotométrique. La potentiométrie, on n'en a pas encore fait ensemble. J'espère qu'on pourra le faire bientôt en TP. Ça dépend pas de moi. Les autres méthodes, on les a déjà à peu près faites. Oui, on a déjà tout fait ensemble, normalement. Soyez au point là-dessus. Quelques exemples de titrage classique, de Cl- par Ag+. Hein. Si vous avez du Cl- quelque part et que vous faites tomber des Ag+, dans la burette, vous formez un précipité AgCl. La constante de réaction, bah, le dosage, c'est quoi? C'est Cl- et je rajoute des Ag+, et je forme ça. Normalement, ça, vous devez voir directement que la constante de réaction, c'est 1 sur Ks. Ks, c'est si on part de ça pour former ça. Là, c'est l'inverse, ce sera 1 sur Ks, 10 puissance 9,75. Déjà, c'est bien un supérieur à 10 puissance 4, donc une réaction qui est totale, et tant mieux, parce que vous pouvez pas faire de titrage si la réaction n'est pas totale. Une question qu'on peut se poser, c'est quand apparaît le précipité? Bah, vous cherchez donc le volume à ajouter en solution titrante, donc en ion Ag+, à verser pour que le précipité AgCl se forme, donc pour que quotient de réaction égale la constante de solubilité. On détaille un petit peu des calculs, mais là je vous ai tout mis sur le polycopier. La concentration en Cl-, c'est C0V0 sur V0 plus V, donc si on néglige le volume, vous avez CC0 directement. Mais si on néglige pas le volume, vous avez cette expression. La concentration Ag+, bah, c'est celle-ci. C'est un V sur V0 plus V. Donc vous devez avoir le quotient de réaction, qui est ceci, le produit des concentrations, qui est égal à Ks. On peut faire l'hypothèse que le précipité arrive pour un volume petit, donc cette fois-ci on néglige là le volume vers CV par rapport au V0 et vous obtenez cette expression. Et donc, en manipulant un petit peu, vous avez le volume qui est de Ks V0 sur C0 C1. Donc ici, c'est la démonstration qui vous dit que une fois que vous avez versé ce volume-là, qui est égal à ceci, alors le précipité arrive. Si vous faites l'application numérique avec C0 égale C1 égale 0,1 mol par litre et un volume initial de 10 ml, vous obtenez 10-5 ml. Donc, dès que vous faites la première goutte du dosage, le précipité apparaît. C'est bien de retenir que le volume d'une goutte, c'est environ un vingtième de millilitre. Ça fait 0,05 millilitres. Là, vous voyez bien que dès la première goutte, 0,05 millilitres est bien supérieur à ce 10-5. Dès que vous mettez une goutte, vous avez donc la précipitation.
Alors, des méthodes pour repérer l'équivalence. Bon, ben, plusieurs méthodes sont possibles. Celle potentiométrique sera faite sans S en TP, et donc j'espère bientôt. Vous avez une autre méthode qui est très connue, la méthode colorimétrique de Moore, en ajoutant des ions chromates comme indicateur coloré, CrO4 2-. Vous allez avoir une précipitation possible de HCl, mais une précipitation possible également de Ag2CrO4. Alors attention, point important, ça sera vu dans le TD également, vous ne pouvez pas comparer directement les pKs parce que la stoichiométrie des ions Ag+ n'est pas la même. Ici, vous avez un Ag+ qui est dans ce précipité, ici vous avez deux Ag+ qui est là-dedans. Alors on va prendre des concentrations en Cl- et CrO4- de 10-1 mol par litre. Le solide AgCl apparaît quand? Ça, c'est une démonstration que vous allez devoir refaire sans doute. Comprenez bien le principe. On ne peut pas raisonner sur les pKs tout de suite. On va regarder quand les précipités apparaissent. Donc le solide AgCl apparaît quand, encore une fois, vous avez le Ks qui est égal donc au quotient de réaction. Donc Ag+, c'est ce qu'on cherche. Le Ks là, on le connaît, il est donné. Cl-, on a dit on prend 10- 1 mol par litre. Vous avez qu'un petit calcul à faire. Vous avez 10 puissance moins 8,75 mol par litre. Le solide Ag2CrO4 apparaît quand? Bon, bah, quand le Ks est égal à ceci, on n'oublie pas le coefficient stoichiométrique, on a donc la racine carrée, le Ks vous le connaissez, CrO4-, on a dit on prenait 10-1 mol par litre, on obtient ceci, 10 puissance moins 5,4 mol par litre. Donc en fait, tant que la concentration en ion Ag+ est inférieure à 10 puissance moins 8,75, rien ne se passe. Puis on augmente la concentration, et le précipité AgCl se forme. Et une fois que les ions Cl- ont fini de réagir, on va pouvoir former l'espèce Ag2CrO4 qui est de couleur rouge. Donc là, vous voyez bien, on ne peut pas comparer l'équipe pKs, mais par contre, on peut comparer la concentration Ag+ qu'il faut pour que le précipité arrive. Il faut 10 puissance moins 5,4 pour avoir ce précipité, et 10 puissance moins 8,75 pour avoir ce précipité. Donc c'est celui-ci qui se forme en premier, celui-ci qui se formera en deuxième. Celui-là est de couleur rouge, donc quand vous avez la couleur rouge, vous êtes en train de faire se précipiter, donc c'est que les Cl- ont fini de réagir. Donc la couleur rouge indique la disparition des ions chlorure, donc l'équivalence. C'est un TP de concours assez classique, les ions chromates c'est assez toxique, donc on essaye de s'en passer, mais ça marche super bien comme dosage colorimétrique. Donc voilà, si on vous le donne, on vous réexpliquera là, que tel complexe est de couleur rouge, ainsi de suite. Par contre, cette méthode est à bien comprendre. Ne comparez pas les pKs directement. C'est un piège assez classique. Ce sera le premier exercice de votre TD également. Ne comparez pas les pKs directement. Vous déterminez la concentration en Ag+ dans un cas et dans l'autre et vous comparez la concentration qui va créer la précipitation. Autre exemple, titrage des ions Al3+. Alors, on réalise le titrage d'une solution d'ion L3+, et H3O+, par de la soude. Les réactions successives qui ont lieu sont les suivantes. La première, bon, on a de la H3O+, par H- en forme de l'eau. Ça, c'est la portion A donne B. C'est, voilà. Vous devez reconnaître ce début de courbe du pH en fonction du volume versé lorsque vous avez acide fort par base forte. Sur la deuxième portion B versée, vous avez donc L3+, plus 3 H- qui forment LOH3. On est parti. Hop là. Et une fois qu'on arrive à l'équivalence, ici, bon, bah, on a LOH3 qui plus H- qui a donné LOH4-. Donc là, un complexe ici qui se fait. Et on arrive jusqu'à la portion D. Après D vers E, bah, vous rajoutez de la soude, donc vous continuez à augmenter le pH tout simplement. Vous avez deux points particuliers ici, donc qui vont être les points B là et les points D ici. C'est ce qu'on appelle des points anguleux. C'est un petit nom à retenir, point anguleux. Qu'est-ce qu'un point anguleux? C'est un point qui correspond à l'apparition ou disparition du précipité. Si vous regardez les autres courbes de dosage, vous avez quoi comme autre courbe de dosage généralement? Vous avez ce genre de choses comme ça, hop, par exemple. Tout est assez lisse, il y a une belle continuité. Certains professeurs de mathématiques pourraient dire que c'est dérivable en tout point. Ici, vous avez vraiment une rupture de pente, une rupture nette en point B et au point D. C'est ce qu'on appelle deux points anguleux. C'est caractéristique de l'apparition et de la disparition du précipité. Donc bien sûr, si vous allez dans le sens là, ici vous commencez, hop, apparition du précipité LOH3, on le forme, on le forme, on le forme. Ici, on commence à le consommer, 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 hop, il disparaît entièrement et on est parti. Pour déterminer la concentration initiale en ion L3+, on peut raisonner sur la deuxième ou la troisième équivalence. Pas la première. La première ici, A vers B, c'était H3O+, et H- qui ont réagi ensemble. On peut raisonner donc sur la deuxième équivalence. La réaction de dosage numéro 2, c'est L3+, plus 3H- qui donne LOH3. On fait attention à deux, trois petits trucs. On a bien VEC2 moins VEC1.
et donc pas juste V avec 2, point important. Et autre chose également super importante, donc autre chose extrêmement importante auquel vous devez faire attention, ici on a un 3, et donc ici on a un 3. Proportion stoichiométrique, c'est bien la quantité de matière divisée par le coefficient stoichiométrique, qui est égal à la quantité de matière divisée par le coefficient stoichiométrique. Donc vous obtenez ceci, vous pouvez déterminer la concentration en L 3+. Vous pouvez utiliser la troisième équivalence si vous voulez. Vous avez donc une autre explication. Voilà, moi je vous encourage à prendre la deuxième équivalence, ce sera plus simple. Enfin, là on a parlé d'ions, des composés ioniques, mais vous pouvez avoir des composés non ioniques, comme des solides moléculaires. Donc solides moléculaires, c'est quoi? C'est par exemple le sucre, hein, le glucose, et C6H12 aussi, ça forme pas d'ions. C'est juste que vous l'avez en tant que solide, et vous les allez avoir en tant qu'aqueux. Vous avez plein de petites molécules collées les unes aux autres, et ensuite vous avez toujours ces molécules, mais elles sont séparées, entourées par des molécules de solvant. C'est un processus de solubilisation. Si vous avez donc des bons restes de votre cours 4, sinon jetez un petit coup d'œil dedans, vous avez les composés ioniques ou ionogènes, et les composés non ioniques, non ionogènes, qu'on appelle des solides moléculaires par exemple. Donc vous avez d'autres exemples, par exemple l'exemple du diode solide que vous allez mettre dans l'eau, vous avez encore un processus de solubilisation, le phénol que vous allez mettre dans l'eau, encore un solide, qui ensuite se transforme en espèce donc solvaté par l'eau. À chaque fois, on n'a pas d'ion. Alors, on n'appelle pas ça rigoureusement des précipités, hein. On ne pouvait pas parler de précipitation, mais voilà, c'est des processus de dissolution et on peut parler de solubilité. On peut déterminer une constante K0, qui est la constante de solubilité, qui vaudra cette fois-ci la concentration dans cette espèce aqueuse. Alors, elle est non chargée, mais elle est bien dissoute dans la solution. Donc, on peut déterminer une concentration. C'est pas un solide. Donc ici, on va avoir une constante de solubilité de 5, pour le diode dans l'eau de 10-3, et ici, donc, pour le phénol de 9,9, 10-3. J'en profite pour rappeler une petite chose, le phénol, c'est pas très soluble dans l'eau, mais en milieu basique, il peut être déprotoné pour former l'ion phénolate, pH au-, composé ionique très soluble, parce que les ions sont généralement très solubles dans l'eau, ça vous devez le savoir. Voilà, on en a déjà parlé plusieurs fois, n'oubliez pas. Il y avait des questions dans un devoir, comment évolue la solubilité du phénol en milieu basique? Bon, bah, en milieu basique, on le déprotonne et donc la solubilité, elle est beaucoup plus grande parce qu'un ion, c'est quand même beaucoup plus soluble que le phénol. Sachez qu'ici, on a un cycle benzénique très apolaire. Voilà pour le petit aparté. Ça, c'était pour les solides moléculaires. Vous avez également le cas de gaz et heureusement pour les petits poissons notamment. Dans le cas d'un mélange hétérogène constitué d'une molécule en phase gaz et de cette molécule dissoute dans la phase aqueuse, la loi Henry indique qu'à température constante et à saturation, la quantité de gaz dissous dans un liquide est proportionnelle à la pression partielle qu'exerce ce gaz sur ce liquide. Qu'est-ce que ça veut dire? Et bien, si on regarde la dissolution du dioxygène dans l'eau, donc vous avez du dioxygène gazeux et du dioxygène dans l'eau, parce qu'on a du dioxygène dans l'eau. Constante K0, ça va être égal donc à l'activité de ce qu'on a à droite, c'est-à-dire la concentration pour les espèces dissoutes en solution aqueuse, divisé par l'activité de qui est à gauche. L'activité de qui est à gauche étant un gaz, son activité c'est égal à sa pression partielle PO2. Et donc on peut définir une solubilité, concentration maximale à dissoudre, pour chaque valeur de pression partielle. Ça étant constant, pour chaque valeur de pression partielle, vous pouvez avoir une concentration différente. C'est ce que vous dit en gros la loi de Henry. Et si on prend une pression partielle de 1 bar, alors Ks est égal à cette valeur, on peut dissoudre 1,2 fois 10 puissance moins 3 mol de dioxygène par litre d'eau. Et donc, en fonction de la pression partielle, vous pouvez avoir des concentrations en dioxygène dissous dans l'eau différentes. Donc, pensez bien, à chaque valeur de pression partielle, vous pouvez avoir une concentration. Parce que K0 est constant. Autre exemple, dissolution de l'ammoniac dans l'eau. Donc l'ammoniac étant un gaz, on peut le dissoudre dans l'eau. Quand on travaille en TP avec des solutions ammoniacales, c'est toujours des solutions de ce gaz dissous dans l'eau. Bah, vous allez avoir une certaine constante K0 qui est donc encore une fois l'activité de ce qu'on a à droite, solution aqueuse, l'activité c'est la concentration. Sur l'activité de ce qui est à gauche, l'activité d'un gaz étant sa pression partielle. À chaque pression partielle, vous pouvez avoir une concentration en ammoniac différente. Pour une pression partielle, j'ai pris en ammoniac 1 bar. On vous donne la constante, on peut dissoudre donc 28,2 mol d'ammoniac par litre d'eau. C'est énorme, 28,2 mol par litre d'eau. Alors, lorsqu'on dépasse 1 mol, on n'est plus dans le cas de solution diluée. Bon, c'est pas grave, c'est un petit supplément. Pensez bien à ceci. Donc, la loi de Henry, et vous dit bien, la quantité de gaz dissous dans un liquide est proportionnelle à la pression partielle qu'exerce ce gaz sur le liquide. Hein, parce que la quantité dissoute, c'est K0 fois la pression partielle. La quantité dissoute, c'est K0 fois la pression partielle, ainsi de suite.
Là, vous avez quelques petits textes à lire le soir. C'est encore de la culture générale. Ça change de calcul. C'est pour vous expliquer encore une fois ici, c'est la loi de Henry qui intervient ici avec la concentration, la pression, ainsi de suite. Donc une tragédie, le lac de Nyos. Et également, autre chose que je vous ai écrit, donc les paliers de décompression en plongée, l'importance des paliers de décompression en fonction de la pression extérieure, ainsi de suite. Donc vous avez encore des petits textes à lire. Voilà. Alors bien sûr, le cours est à connaître, les petits cœurs, c'est à connaître. Je vous ai mis ici 4 points que je considère comme très importants. Ça ne veut pas dire que le reste faut pas le faire, hein, je vous vois déjà arriver. Ça veut pas dire que le reste faut pas le faire, mais voilà, ça c'est le genre de choses avec lesquelles vous devez être à l'aise. Reconnaître les constantes Ka, bêta, Ks très rapidement. Vous voyez par exemple une base fois H3O+ sur un acide, vous dites ah bah ça c'est Ka. Vous voyez un complexe divisé par les ions qui le constituent, vous dites ah bah ça c'est un bêta. Vous voyez ici par exemple une concentration en Ag+ et ici une concentration en Cl-, bah ah Ag+ fois Cl-, bon bah ici on a un Ks de AgCl. Vous devez les reconnaître très rapidement et savoir jouer avec. Vous devez connaître les facteurs qui influencent la solubilité. Question extrêmement classique en colle et en DS. Quels sont les facteurs qui influencent la solubilité? On en a vu plusieurs. La température avec la loi de Van't Hoff. On a vu l'effet d'ion commun, la complexation et le pH. Calculer des solubilités et des concentrations à l'équilibre. On en a fait quelques exemples ici avec AgCl et Ag2CrO4. Et tracer l'évolution de concentration en fonction du pH ou de ligand. Je pense que le point numéro 4, c'est le point le plus compliqué qui va nécessiter le plus d'entraînement. Donc allez-y tranquillement, ça vous devez savoir le maîtriser à la perfection. Ça, vous devez le connaître par cœur. Bon, il y a 4 points à connaître par cœur, ça devrait aller. Entraînez-vous déjà bien à calculer des solubilités et des concentrations à l'équilibre. Et ensuite, on tracera l'évolution de concentration en fonction du pH et de ligand. Donc là, c'est plutôt la partie 3. Voilà, faut que ces 4 points soient maîtrisés. Je pense que le quatrième étant le plus compliqué, concentrez-vous déjà sur les 3 premiers. Et une fois que c'est fait, vous vous concentrez sur le quatrième. Voilà. Pour ce lundi, je vous encourage à regarder les exercices 1 et 4 du TD14. Donc, voilà, après avoir vu ce cours, vous pouvez même commencer tout de suite si vous avez du temps. Essayez de vous familiariser avec le cours, hein, pour faire les exercices, c'est mieux de voir le cours. Pour lundi, je vous enverrai sans doute une petite interro de cours. Alors, ce sera pas évalué, je vais pas vous la ramasser, mais c'est pour que vous puissiez juger de vos connaissances et avoir quelques exemples de questions classiques que je pourrais vous poser. Questions de cours. Voilà, j'espère que la vidéo ça s'est bien passé pour vous, que vous avez compris des choses, que je vous ai bien expliqué. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des mails. Je réponds plus rapidement que d'habitude. Profitez-en bien. Donc je réponds assez rapidement normalement. N'hésitez pas si vous avez la moindre question, envoyez-moi un mail. Enfin voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit pour ce cours. N'oubliez pas non plus, actuellement vous êtes une des seules prépas fermées. C'est pas vos vacances. Les autres prépas continuent à travailler. Alors peut-être que bientôt tout le monde fermera. Mais pour l'instant, voilà, si vous considérez que vous êtes en vacances, vous allez prendre du retard sur tous ceux avec qui vous serez en compétition l'année prochaine. Donc, c'est pas des vacances. Ça reste quand même, bien sûr, je le conçois, moins exténuant que quand vous avez des journées entières de cours. Mais voilà, profitez-en bien. J'ai aucun moyen de savoir si vous m'avez écouté, savoir si vous travaillez ou pas. Et ça vous regarde, vous êtes grand, vous prenez votre scolarité en main. En tout cas, j'espère mettre à disposition le maximum de choses pour que vous puissiez travailler dans de bonnes conditions. N'hésitez pas à me demander d'autres choses si vous en avez besoin. En attendant, donc prenez soin de vous. J'espère que vous allez tous bien. Bon courage et à bientôt, même si je sais que vous êtes content d'être chez vous. Je suis content d'être chez moi aussi, mais bon, je préférais qu'on soit tous au lycée et qu'il n'y ait pas ce virus qui se balade partout. Donc, j'espère à bientôt. Bonne journée.